Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission qui donne la parole à vos députés. Cette semaine, on discute avec le plus jeune député de l'Assemblée nationale sur différents sujets d'actualité lavalloise. Bienvenue à La parole aux élus. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit le député du comté de Sainte-Rose, M. Jean Abel. Bienvenue en studio. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, comme on disait, vous êtes le plus jeune député de la 41e législature de l'Assemblée nationale du Québec, âgé de 26 ans. Exactement. Vous êtes courageux de vous lancer. Comment vous vivez l'expérience à l'Assemblée? C'est une super belle expérience. Oui. Premièrement, c'est un immense privilège que les gens de Sainte-Rose m'ont donné d'être leur représentant à l'Assemblée nationale. Puis, je prends cette responsabilité avec un grand besoin de pouvoir les servir. On a un très fort caucus à Laval. On est 6 Lavallois. Donc, on a un très fort potentiel de pouvoir amener les choses à l'Assemblée nationale, de défendre les intérêts de Laval. Donc, c'est un grand privilège de les représenter. Est-ce que c'est... pas un stress, mais comment vous vivez ça? Est-ce que c'est un grand défi que vous êtes donné? C'est un immense défi. Oui. Laval est en constante croissance. Oui. Donc, on doit amener les gens à stimuler l'économie du Québec. Oui. Et Laval va être au cœur de ces décisions-là dans l'économie du Québec. Et vous baignez dans la politique depuis quelque temps. Vous avez été membre actif de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, où vous partagez vos valeurs, vos visions. Mais qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme changement ou qu'est-ce que vous souhaitez changer avant de faire le saut en politique? Mais premièrement, quand je me suis impliqué à la Commission jeunesse, mon but, c'était réellement terminer mes études en comptabilité. OK. Puis par la suite, faire un stage au Danemark, à l'étranger. Donc, j'ai pu voir les choses qui se passaient dans ce pays-là. C'est un pays qui est très social-démocrate et ça m'a amené à me dire pourquoi pas changer les choses ici même au Québec. Puis lorsque l'opportunité s'est présentée de me présenter dans Sainte-Rose, j'ai sauté à pieds joints pour les représenter. Et je comprends, c'est un très beau défi, puis ça part bien, votre jeune carrière. Ce n'est que le début. Alors maintenant, vous êtes élu depuis le 7 avril dernier. Sentez-vous que vous êtes maintenant dans une position où vous pouvez réellement changer les choses? Ah, c'est sûr et certain. Puis le premier ministre m'a donné d'importantes tâches. Je suis sur la Commission des finances publiques, je suis sur la Commission de la santé et des services sociaux et de la culture et de l'éducation. C'est 66 des dépenses en mission de l'État. Donc, c'est un immense budget que j'ai à regarder avec mes autres membres de la commission. Donc, je peux vraiment faire avancer les choses. Puis, je suis un membre parmi les 70, donc j'ai ma voix au caucus, donc je peux vraiment défendre les intérêts de Sainte-Rose à l'Assemblée nationale. Et est-ce que c'était votre intention dès le départ de faire le saut en politique? Lorsque vous étiez membre de la Commission jeunesse, là, c'était votre rêve de petit gars, ce qu'on peut dire? Mais la politique, c'est venu après. C'est venu après, vraiment. C'est que je voulais terminer mes études, je savais que je voulais aller en administration. Donc, j'avais l'intention de pouvoir faire de la gestion. Finalement, je me suis rendu compte que la politique, gérer l'État, c'était quelque chose de très important. On peut changer les choses. Pour changer les familles, on peut améliorer la qualité de vie des gens de notre comté, mais aussi des gens du Québec en entier. Alors, comme on disait, vous êtes comptable de formation, vous avez été très impliqué au sein de la communauté lavalloise et pendant plus de 2 ans, vous avez été membre du conseil d'administration de l'Association des popotes roulantes pendant 2 ans. Que faites-vous aujourd'hui pour cette cause? Est-ce que c'est encore parmi vos missions? Avant, j'étais, comme vous le disiez, membre du conseil d'administration de l'Association des popotes roulantes. Puis, étant donné que je suis devenu député, j'ai dû... On peut pas tout faire en même temps. Exactement. C'est sûr. J'ai dû me sortir de ce conseil d'administration-là, mais j'ai 2 popotes roulantes à Laval dans mon comté, l'Association des popotes roulantes de Saint-Ferdinand et celle de Sainte-Rose. Donc, je suis activement impliqué dans ces 2 popotes roulantes. C'est très important d'aider les personnes en perte de mobilité. Puis le communautaire, pour moi, c'était très important de m'impliquer et de pouvoir apporter mon bagage administratif dans les associations d'organismes sans but lucratif comme les popotes roulantes. Et vous avez été également membre d'un autre conseil, le Fonds d'aide de l'Ouest de l'île, qui est un organisme qui lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui vous a incité à vous dévouer à cette cause-là aussi?
C'est vraiment le désir de servir. J'ai eu un immense privilège d'aller à l'université, puis c'est les gens du Québec qui m'ont indirectement apporté à l'université avec l'accessibilité à l'université. Donc, je me suis dit, pourquoi pas redonner à la société ce qu'elle m'a donné. Donc, un organisme qui vient à la lutte à la pauvreté, c'est très important. C'est la base de la pyramide de Maslow. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. C'est, dans le fond, il y a 5 étapes pour l'accomplissement de soi. Puis la première, c'est vraiment la sécurité et les bases alimentaires. Donc, avoir de la nourriture, avoir des vêtements chauds. C'est très important. Là. C'est ça qui est la base pour pouvoir, après ça, grandir. Et avoir plus. Puis le 5e, ça serait quoi de Maslow? C'est l'accomplissement de soi. OK, d'accord. Donc on pourrait dire qu'en ce moment, j'ai atteint le 5e en servant autant de gens dans Sainte-Rose. Là, je sens que j'ai vraiment accompli quelque chose, mais c'est le début de quelque chose de mieux. Parce que là, vous avez votre vision, vos valeurs pour faire changer les choses. C'est sûr que ça se fait pas en quelques mois, parce que c'est depuis avril que vous avez finalement vous occupé ce poste-là. Et qu'est-ce que ces expériences-là, dans votre passé, vous ont apporté comme valeur? C'est les valeurs qui sont très importantes, d'aider les gens autour de soi. Tu sais, j'étais très impliqué dans le communautaire. Donc, à chaque fois que je me lève à l'Assemblée, j'ai cette vision-là de pouvoir défendre les intérêts des gens de Sainte-Rose, puis vous les avez d'améliorer la vus. qualité de vie. Exactement. Puis moi, je suis un résident de Sainte-Rose, mais de Laval au complet depuis 25 ans. Donc, j'ai une bonne connaissance des enjeux lavallois. Donc, pour moi, c'est un immense privilège de les représenter à l'Assemblée nationale. Et en tant que jeune aussi, pour une fois, on est 2 jeunes ensemble. Exact, oui, c'est ça. Vous dites défendre les intérêts des jeunes des 18 à 30 ans. Quels sont-ils? Bien, moi, je défends les intérêts, c'est sûr, de tous les gens de Sainte-Rose. C'est sûr, de toute la... Mais étant donné que je suis dans la tranche d'âge des 18-30 ans, c'est sûr et certain que j'ai une meilleure connaissance des enjeux qui touchent notre propre génération. Mais le but de notre génération, c'est de nous libérer un peu des finances publiques de l'État. C'est-à-dire qu'on a accumulé une dette année après année dans le gouvernement. Et il faut se délier les mains. Il faut qu'on ait plus de revenus que de dépenses. Et pour moi, c'est très important d'assurer l'équilibre budgétaire dans la prochaine année, là, qui va être en 15-16. Puis les gens nous supportent dans cette vision-là. 86 des gens nous appuient dans l'atteinte de l'équilibre budgétaire parce qu'on le fait pour les nouvelles générations. Il faut arrêter de mettre de l'argent sur la carte de crédit. Mais c'est ça. Puis ce que vous m'expliquez, c'est un terme, en fait, que vous dites le déficit structurel du budget. C'est bien ça. Expliquez-nous un peu c'est quoi, plus précisément. Ça peut s'expliquer en 3 chiffres. 19, 23, 26. On est 23 de la population canadienne. On crée 19 de la richesse, mais on dépense pour 26 Il y a un petit problème. Vous voyez un écart entre les dépenses et les revenus. Notre but, nous, c'est vraiment qu'on puisse cibler les bons programmes qui vont faire avancer les gens de Laval, les gens du Québec. Mais il faut s'assurer d'avoir autant de revenus que de dépenses. C'est un peu comme un revenu familial. Si vous avez un revenu familial autour de 50 000, vous ne pouvez pas dépenser 70 000. Vous devez dépenser autour de 50 000, sinon vous allez avoir des dettes. Et si vous avez des dettes, mais les taux d'intérêt vont augmenter. Actuellement, les taux d'intérêt, ça représente le montant global pour le ministère de l'Éducation. C'est le 2e plus important poste budgétaire, les intérêts sur la dette. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être les jeunes qui ont une mauvaise habitude et qui pourraient peut-être, qui font partie du déficit? Est-ce que c'est eux qui vont peut-être plus dépenser à cause des cartes de crédit ou pas nécessairement? C'est vraiment tout le monde qui est impliqué dans ce même problème-là. C'est pas nécessairement juste les jeunes. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment toutes les générations. C'est un concept qui a été, à travers les années, étant donné le déficit structurel, là, on peut toujours aller chercher plus de dépenses puis moins de revenus. Mais à un certain moment donné, il faut qu'on redresse les finances publiques. Puis c'est la priorité numéro 1 de notre gouvernement, c'est redresser les finances publiques, s'assurer qu'on a un équilibre entre les deux. Donc, s'assurer qu'à chaque année, on va pouvoir avoir un équilibre à 0 $, c'est-à-dire autant de revenus que de dépenses, parce qu'on veut aider un maximum de personnes, par exemple dans l'éducation, dans la santé, dans la famille, mais il faut être aussi conscient qu'on ne veut pas non plus dépenser des milliers et des milliers de dollars, parce que c'est pas nous qui va payer la facture, mais c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont hériter de ce déficit structurel-là. Puis avec le déclin de la démographie, c'est-à-dire que maintenant, les personnes en âge de travailler vont diminuer.
à travers le temps. Donc, là, des baby boomers. Exactement. Exactement. Donc, on va mettre plus de pression encore sur les générations futures si on augmente la dette. Donc, on doit renverser la vapeur. Puis, je pense que les gens sont conscients maintenant qu'il faut changer les choses. Tranquillement, mais sûrement, si on en parle, puis on tient fortement à la cause, ça va changer quelque chose. Exactement. Maintenant, si on parle aux députés de Sainte-Rose, avant la campagne électorale et depuis l'élection, vous avez manifesté un grand intérêt pour préserver le cachet du boulevard Sainte-Rose. Comment envisagez-vous le préserver, ce magnifique cachet? Mais quand on est élu au Québec, on est d'abord député de notre circonscription. Oui. Puis à Sainte-Rose, le boulevard Sainte-Rose, c'est très important pour les gens de ma communauté. Moi, je trouve ça magnifique. C'est un trésor caché, le boulevard Sainte-Rose. Il va fêter son 275e anniversaire, Sainte-Rose de Lima. Oui. Donc, on va faire des grandes fêtes autour de ça? Oui, avec le 50e de Laval. Oui. Il va y avoir aussi une petite portion pour le 275e. Puis je travaille très fort pour qu'on puisse avoir cette portion-là du 275e. Est-ce qu'on peut avoir des petits groupes pour il va y avoir Laval en blanc qui va être très prisé. On s'attend à la fin de l'année ou plutôt en 2015? Ça va être le 31 janvier 2015. Donc, c'est en partenariat avec la Ville. C'est une immense fête de l'hiver pour les gens de Sainte-Rose. Mais c'est important de sensibiliser aussi la Ville à la nécessité d'avoir une zone patrimoniale sur le boulevard Sainte-Rose. Parce qu'actuellement, on pourrait faire des constructions. Puis le but, c'est de garder la linéarité c'est-à-dire l'aspect patrimonial du vieux Sainte-Rose encore intact. Puis ça, j'espère que les gens de la Ville vont pouvoir le mettre dans le prochain plan d'aménagement, c'est-à-dire s'assurer qu'il y aura un territoire qui va être protégé pour les zones patrimoniales. Très bonne idée, j'aime ça. Et vous souhaitez aussi stimuler l'entrepreneuriat local. Comment est-ce que vous envisagez faire ce... C'est peut-être mon petit côté comptable. Oui, c'est ça qui embarque. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut avoir les deux aussi. Mais comment est-ce que vous pensez faire ça? Mais unilatéralement, on a pris la décision dans le budget de favoriser les entreprises manufacturières. On va réduire le taux d'imposition de 8 à 4 en 2 ans. Donc, unilatéralement, on les aide. Mais plus spécifiquement pour l'entrepreneuriat local, on a beaucoup de chambres de commerce. Il faut stimuler les chambres de commerce. On va avoir aussi un maintien du Fonds local d'investissement. On a fait l'annonce qu'on allait maintenir ce fonds local. Là, c'est très important parce que pour bâtir une entreprise, il faut avoir de l'aide dès le départ, il faut avoir un accompagnement dès le départ. Puis c'est ça qu'on va faire, s'assurer qu'il va y avoir de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat diminue à travers les années. OK. Les gens souhaitent moins se lancer, Exactement. Ils ont peur. Donc, il faut trouver un modèle pour les aider. Puis, il y a beaucoup de choses qui se fait bien, les incubateurs d'entreprises à Montréal. Moi, mon but, ce serait d'avoir des incubateurs aussi à Laval dans les années futures parce que c'est un microcosme. Laval, ça va bien. On a une bonne économie. Il y a un développement industriel, notamment Industria 440, qui va être fait dans mon comté. Donc, vous avez vu la construction de Lumen, par exemple, qui va apporter un rehaussement. Un rehaussement, c'est ça, de l'économie dans mon comté. Mais un autre parc technologique qui va être développé, Industria 440. Donc, je trouve ça super bien. Fait que tranquillement, il faut continuer à faire grandir à Sainte-Rose. Et vous travaillez sur des nouveaux projets ces temps-ci, dont le lancement du programme éducatif sur l'économie d'eau potable Fantastico. J'aime l'eau, j'en prends soin. Oui. Et vous avez présenté ce projet à l'Assemblée nationale. On va d'ailleurs aller écouter un petit extrait. Pour la prochaine déclaration, je suis prête à reconnaître Monsieur le député de Sainte-Rose. Merci, Madame la Présidente. Avec le député de Vimont, M. Jean Roussel, nous avons participé au lancement du programme éducatif sur l'économie d'eau potable Fantastico, j'aime l'eau, j'en prends soin. Nous avons annoncé une aide financière de 229 200 $ du MAMO au Centre d'interprétation de l'eau, le CIEO, un organisme de ma circonscription. Cette aide permet au CIEO de fournir aux enseignants du primaire une trousse pédagogique leur permettant de sensibiliser les jeunes à l'économie d'eau potable et aussi au développement durable. Ce sont plus de 4000 trousses qui seront distribuées partout au Québec et à travers lesquelles des activités seront proposées, permettant aux jeunes d'adopter des habitudes responsables et de les transmettre à leur entourage. Le programme Fantastico est une prodigieuse initiative qui sensibilise nos jeunes et forme les adultes de demain aux bénéfices de l'utilisation de l'eau potable. En tant que député de Sainte-Rose, je lève mon verre d'eau, Madame la Présidente, à tous les jeunes qui vont bénéficier de ce programme Fantastico, j'aime l'eau, j'en prends soin. Merci beaucoup. Alors, comme vous dites, c'est un organisme qui vient de votre circonscription. C'est une très belle initiative. Et vous dites qu'il y a
plus de 4000 trousses qui sont offertes à travers le Québec. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve exactement dans ces trousses? Mais premièrement, c'est une super belle initiative. Oui. Vous avez mentionné du Centre d'interprétation de l'eau qui est dans ma circonscription. C'est une grande fierté pour moi d'avoir ce centre-là. Je salue d'ailleurs le président, M. Fife, qui a pris l'initiative d'amener ce projet-là avec le ministère des Affaires municipales à Bontron. On a fait un grand investissement, 229 000 pour aider. C'est beaucoup. C'est une immense somme d'argent pour aider les personnes à être sensibles par rapport à l'eau potable. On a 3 de l'eau douce que l'on perd. On a 3 On a 3 de l'eau douce dans le monde. À travers le monde, OK. Donc, il faut en prendre soin. Puis, Fantastico, ça part de 2 personnages, c'est-à-dire Vasimolo et Gaspillo. Ah, et c'est très concept. Pas trop vite et on gaspille trop. OK. Exactement. Gaspillo, OK. Donc, c'est orienté pour les gens du primaire. Ça va être distribué aux enseignants en anglais et en français. Donc, c'est 4000 trousses pour chaque enseignant qui veut l'avoir autour de la 5e année du primaire. Puis, Vasimolo, oui. c'est la personne qui économise l'eau. Oui. Et Gaspillo, c'est la personne qui consomme plus d'eau. Okay. Donc, vous voyez des fois des gens arroser l'asphalte dans l'entrée. Pour qu'elle soit belle et qu'elle brille. Mais c'est un peu une tendance Gaspillo. Donc, c'est sensibiliser aussi les parents indirectement. Parce que là, ça va être un jeu avec l'enfant d'essayer d'économiser l'eau potable. Donc, c'est-à-dire, si vous brossez les dents, fermez le robinet, par exemple. OK. Donc, des petits détails qu'on oublie. Des petits détails comme ça qu'on oublie, mais qui, grosso modo, consomment beaucoup de litres. Puis, c'est les contribuables qui paient pour l'eau qui est filtrée. Donc, indirectement, c'est une taxe qui va être économisée aux gens de Laval surtout, mais aux gens du Québec aussi. Là. Tranquillement, faire changer les choses. Exactement. Puis, est-ce que c'est un volet qui va être rajouté à leur cours d'école un peu? Ça va être comme des cours d'école ou... Oui, mais ça va être un peu en complémentarité avec l'offre. Ça peut être inclus, par exemple, dans les activités en français ou dans des activités aussi en mathématiques, compter le nombre de litres qu'on a économisé. Donc, ça peut être inclus dans le cursus de l'élève. Si l'enseignant le désire, j'espère que les enseignants de Laval vont être capables... Vont pousser au bout. Pousser, c'est ça exactement, cette initiative-là. Et c'est vrai, les jeunes vont être tellement fiers de dire « OK, moi, j'ai appris telle chose, comment économiser l'eau. » Ils vont l'apprendre à leurs parents. Et là, c'est peut-être là qu'on va avoir des changements réels. Un peu comme les cubes d'énergie avec Pierre Lavoie. On voulait faire plus d'exercices. Oui. Mais là, on va se forcer pour économiser plus d'eau. Donc, il va y avoir une petite compétition peut-être entre les classes pour qui a économisé le plus d'eau. Et faire changer les choses. Et sinon, lorsque vous avez été élu, vous vouliez un Québec inclusif, où on travaille sur les véritables enjeux québécois. Lesquels sont-ils? Mais inclusif, ça signifie aussi intégration, c'est-à-dire s'assurer que les personnes qui arrivent au Québec ont une bonne intégration. On travaille actuellement sur la reconnaissance des acquis. Il y a un mandat qui a été donné à la députée de Jeanne-Mance-Vigée, Mme Philomena Rottirotti, pour trouver un moyen de reconnaître les acquis, aller chercher les talents à l'extérieur, mais aussi les faire travailler. On a des histoires que des personnes, par exemple, ont été sélectionnés pour être ingénieurs, mais ils ont de la difficulté à passer les tests de l'ordre des ingénieurs. Donc, il faut trouver un moyen d'aller chercher les talents et de les user à bon escient au Québec. Au Québec. Et vous avez annoncé la mise à l'essai du premier autobus à 100 100 électrique, 100 québécois aussi, qui va sillonner dans les rues à Laval. Vous êtes derrière ce projet. Parlez-nous un peu ce que va ressembler ce projet. Bien, c'est une initiative qui a été faite avec les gens du ministère de l'Environnement, avec les gens du ministère du Transport. Moi, je suis très fier de notre volonté On avait eu cette initiative-là en 2012 pour l'électrification des transports. Puis c'est l'avenir, l'électrification des transports. Il faut juste trouver un moyen de rendre les autobus ou les autos plus autonomes. Mais on a une grande force qui est l'hydroélectricité au Québec. Il faut utiliser cette électricité-là à bon escient. Puis le transport collectif, c'est les jeunes qui vont aller à l'école, une autonomie de 90 km, donc ils peuvent faire le circuit le matin. OK. Et aussi le circuit le soir. Puis on économise beaucoup d'argent en termes d'essence. On diminue les GES, les gaz à effet de serre aussi. Donc c'est une initiative qui est magnifique. C'est 100 québécois. De A à Z. On est fiers quand même. La conception, les matériaux,
c'est l'ingénierie québécoise. Puis ça a été fait en partenariat avec, par exemple, Lyon. Ouais. Et le ministère aussi y a contribué. Puis le ministère est très actif aussi pour inciter les gens à aller vers l'autobus, les autos électriques aussi. On a des crédits d'impôt qui sont offerts à la population pour ça. Mais comme c'est quand même nouveau, est-ce que c'est aussi fiable? Parce que c'est quand même nouveau. On sait qu'on en parle beaucoup. C'est comme une dernière tendance. C'est la génération 2017, 17-2010 et plus. Mais est-ce que c'est fiable vraiment? Mais ça, ce n'est pas un prototype. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé maintenant. Parfait. Donc ça, c'est très bien. C'est sûr et certain qu'à travers les années, on va trouver une nouvelle technologie pour améliorer le nombre de kilomètres. Ce qui pourrait peut-être aider la STL, par exemple, à avoir des autobus électriques dans le futur. Ils en ont quelques-unes, mais pas à un niveau qu'on le souhaiterait. Puis ça va, grosso modo, au fil des ans, économiser énormément d'argent en termes d'économie d'essence, mais aussi en termes d'économie des gaz à effet de serre. On a fait l'annonce aussi du Fonds vert récemment pour la Bourse du carbone. Et l'argent qu'on va recueillir avec la Bourse du carbone va pouvoir être directement investi dans des initiatives comme celle-ci, le transport collectif vert. Et moi, je pense que l'avenir de l'électrification des transports, elle est là, elle est prête, on y est très près. L'idée, c'est d'améliorer l'autonomie des automobiles et des camions. Et vous dites qu'on peut sauver beaucoup. Savez-vous combien ça implique qu'on peut sauver? C'est en termes de litres. Par exemple, si vous prenez une auto comme la Tesla, vous payez 70 000 $, mais il y a aussi des crédits d'impôt qui viennent après. Mais imaginez le nombre d'argent que vous mettez à 1,25 à 1,20 le litre. Aux 100 km, vous avez des grandes économies. C'est autour de peut-être 3 500 $ que vous mettez par année dans votre voiture. C'est ça, donc vous le sauvez là, indirectement. Puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Exactement. C'est des belles initiatives. Et sinon, je voulais aussi parler du rôle des médias sociaux. Oui. C'est très important venant de la génération des jeunes aussi. Ça fait partie de notre quotidien. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des médias sociaux? Est-ce que vous trouvez que c'est un moyen qui aide à la politique, peut-être pour avoir des résultats? Mais c'est un excellent moyen d'entrer en contact avec les gens qui nous ont élus. Ils peuvent nous suivre sur la page Facebook, par exemple. J'invite les gens de Sainte-Rose à me suivre sur la page Facebook et de voir que le travail de député en coulisses, c'est un travail qui est très important. On est souvent dans les organismes communautaires. Donc, des fois, les gens nous disent « Ah, on aimerait ça plus vous voir » parce que des fois, on les voit en porte-à-porte. Mais là, ils peuvent nous voir... Ils peuvent vous suivre. Exactement, dans les organismes. Aussi à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai la chance d'être sur plusieurs commissions, mais j'ai aussi la chance d'être sur des délégations. Je suis sur la délégation du Maroc en tant que aussi, la délégation des institutions européennes, des Amériques. Ce qui veut dire que vous devez vous déplacer pour... On peut se déplacer ou on reçoit aussi des gens, par exemple, pour faire des accords... communs. Des accords communs, c'est ça. Par exemple, on peut faire des accords sur l'économie. Avec le Maroc, par exemple, on pourrait faire un accord de libre-échange ou un accord sur les tarifs d'éducation. Donc, c'est des rencontres qui sont très bien pour voir les façons de faire à l'extérieur. Donc, moi, je trouve ça une super belle initiative. On est au Québec, mais le monde est très grand. Est très grand, mais très petit à la fois. Oui? Donc, Pourquoi? Avec les accords de libre-échange, il y a une mouvance en termes économiques qui est très importante. Donc, on peut maintenant acheter quelque chose des États-Unis ou quelque chose de l'Europe, ce qui était moins le cas il y a peut-être quelques années auparavant. Et plus. Et comment vous voyez le rôle des médias dans la politique de demain? Comment pensez-vous que les médias peuvent être changer ou peut-être apporter comme influence? Parce que tout va vite, on le sait. Oui. Là. On peut voir la nouvelle sur Twitter, on peut voir votre déclaration, comme vous avez faite, du lancement de votre programme Fantastico J'aime l'eau. Le lendemain ou quelques secondes après sur Internet, en politique, est-ce que vous trouvez que c'est bon ou peut-être néfaste? Mais tout est en temps réel, donc on doit toujours être prêt. C'est-à-dire que si, par exemple, on met quelque chose sur Twitter, les gens vont directement maintenant commenter, puis on aime ça avoir le pouls de la population aussi. Là. Si on fait une annonce,
On doit savoir aussi à quoi s'attendre par la suite. On fait des fois des rencontres avec les divers organismes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. On fait des consultations publiques, mais la vraie consultation, c'est quand on fait une annonce gouvernementale, puis quelques heures après, on a la réponse. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, les gens ont droit Vous le prenez quand même. Mais il faut le prendre. On est là pour servir les gens. Et si on fait quelque chose qui va peut-être être difficile dès le départ, mais dans le futur, ça peut être quelque chose de très bien. Comme par exemple le redressement des finances publiques. C'est pas facile de faire le redressement des finances publiques, atteindre l'équilibre budgétaire parce que on s'en allait vers un déficit de 5 milliards de dollars si on n'avait pas rien fait en 2015-2016 et en 2016-2017, 7 milliards de dollars. On doit ramener ça à zéro. Pourquoi? Bien, je l'ai dit tantôt auparavant, on doit avoir autant de revenus que de dépenses comme un revenu familial. Si on a un revenu familial de 50 000, il faut trouver un moyen d'avoir des dépenses autour de 50 000, sinon on crée des dettes, puis on met l'argent sur la carte de crédit des générations futures. Donc, pour nous, c'est important. Puis, on a créé le Fonds des générations. Oui. Un Fonds des générations qui, tantôt, on le parlait de la Commission jeunesse. On en a discuté. C'est une initiative de la Commission jeunesse. Donc, même les gens qui se sont impliqués... c'est une initiative qui est partie C'est une initiative de la Commission jeunesse. Donc, moi, j'étais dans la Commission jeunesse. C'est flatteur, c'est le fun. Donc là, j'ai pu voir le Fonds des générations évoluer. Ça a été gardé aussi sur l'ancien gouvernement, ce qui nous porte à croire que c'était une excellente initiative des gens de la Commission jeunesse. Puis ça, c'est un peu comme le seul minimum qu'on met sur une carte de crédit. Okay. Donc, vous voyez, la carte de crédit, si elle est énorme, c'est seulement 2-3 % qu'on met comme seul minimum. Okay. Donc, imaginez si on ne garderait pas ça pour les générations futures, ce seul minimum-là. Tranquillement, on va remplir nos coffres. Et vous occupez aussi, vous avez un autre rôle, président de séance. Oui. Quand même bien. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de présider les commissions parlementaires lorsque le président nous le demande. Donc, moi, la première commission que j'ai présidée, c'était au Salon Rouge de l'Assemblée. Donc, il y a le Salon Bleu où il y a les débats des 125 députés avec le président. Puis le Salon Rouge, qui est un peu le salon protocolaire ou le grand salon. Okay. Donc, c'est le Salon Rouge, le Salon Bleu. Donc, ma première commission parlementaire que j'ai présidé, c'était au Salon Rouge. Ah, c'est quelque chose... Pourquoi? C'est quoi le sentiment que ça vous a donné? Bien, c'est un sentiment, c'est sûr, de fierté de pouvoir être là dans un édifice qui est tellement mythique. Là. Ça date de 1867, l'Assemblée nationale. Puis là, d'être maintenant sur le siège de président officiellement, c'est quelque chose à vivre. Puis j'étais très honorée de pouvoir le faire à ce moment-là. Ce n'est que le début, 26 ans, mais le temps est juste là. Et pour vous connaître un petit peu plus, c'est quoi, pour connaître un peu plus Jean Abel, qu'est-ce qui pourrait nous surprendre à votre sujet? Qu'est-ce qui pourrait me surprendre à mon sujet? Je suis un grand voyageur. Oui. Oui. Qui explique que vous êtes quand même allé étudier au Danemark. Mais c'est ça, exactement. Donc, j'ai été au Danemark, mais j'en ai profité aussi pour faire le tour de l'Europe. Oui. Puis, j'ai été, par exemple, en Italie, en Espagne. Un grand voyageur. En Grèce, oui. Puis, je suis allé aussi en Égypte. Avant la situation qui a lieu en Égypte, la stabilité politique là, qui est un peu hésitante. Exactement. Donc, j'ai pu voir les pyramides. Ça. Moi, j'adore ça, l'histoire. J'adore voyager, m'imprégner des autres cultures. Puis, quand on va, par exemple, dans la petite Italie, dans le petit Maghreb, on retrouve cet esprit-là aussi des voyages qu'on a faits. Puis on le voit au Québec. Là, donc, moi, je trouve ça super bien d'aller dans ces endroits-là. Bien, merci beaucoup, Jean Abel. Et merci à vous à la maison. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à nous écrire ou à nous téléphoner aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine.